Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 12h11, on va évoquer les incendies dans le sud et en Haute-Corse. Les pompiers ont lutté jusque tard dans la nuit contre un incendie virulent attisé par des rafales de vent en Haute-Corse, non loin de la touristique Île-Rousse. Les flammes étaient proches de 3 villages, dont celui de Corbara. Nous sommes en direct avec Stéphane Orticoni, le capitaine commandant des opérations de secours. Bonjour Stéphane Orticoni. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. À l'heure actuelle, le feu est désormais fixé, c'est bien ça ? Il est fixé, effectivement. Alors ça veut dire quoi concrètement, fixé dans la bouche d'un pompier ? Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun risque ? Alors non, pas qu'il n'y ait plus aucun risque, mais qu'on arrive à positionner sur des endroits stratégiques et dangereux du feu assez de moyens pour pouvoir mettre des lances sur ce feu, avec du travail de forestage, du noyage de lisières et de sécurisation de la totalité des endroits dangereux. Il reste donc des points chauds. Il reste des points chauds sur la totalité du sinistre et nous avons 80 pompiers actuellement, forestiers sapeurs, des collègues formation militaire de la sécurité civile, un groupe d'intervention feu de forêt de la Drôme avec les services d'incendie de secours de la Haute-Corse qui nous donnent un coup de main pour l'extinction complète de ce sinistre. Alors c'est tout de même un exploit parce que le travail ne devait pas être très facile. Il y avait beaucoup de rafales cette nuit en Haute-Corse. Les conditions étaient extrêmes, c'est-à-dire qu'on avait une pente ascendante, on avait un vent violent, une température importante et un feu qui s'est développé à travers des maisons. Donc là, le travail des secours a été de la protection d'habitation, de confinement de personnes et surtout un travail associé avec le directeur des opérations de secours qui était monsieur le maire pour pouvoir sécuriser la population dans ces conditions qui étaient vraiment très extrêmes. Capitaine Orticoni, c'est un travail très minutieux, j'imagine, très réglementé parce qu'il y a toujours le risque que le feu, évidemment, s'étende. Tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des idées de manœuvre qui sont calculées. Malheureusement, la météo ne joue pas tout le temps en notre faveur, donc on essaye de travailler en anticipation avec les différents services de secours, l'interservice, et toujours en accord avec le directeur des opérations de secours et le commandant des opérations de secours pour avoir les meilleurs objectifs et les meilleures idées de manœuvre possibles. Combien d'hommes mobilisés et quels moyens cette nuit ? Alors cette nuit, nous avons comptabilisé près de 200 sapeurs-pompiers, ce qui représente 50 engins de lutte, imaginés dans des petites ruelles de village, avec des gens qui étaient affolés, qu'il a fallu sécuriser, confiner, et surtout protéger les maisons, tout en ayant une action sur le feu pour éviter qu'il saute 2 départementales importantes qui n'auraient pas permis de maîtriser ce feu au petit matin. Alors on rappelle que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Là, une enquête a été ouverte. Il y a des soupçons ? Alors, on laissera sur cette partie enquête les forces de l'ordre répondre à cette question, mais nous avons vu 2 feux distincts partir à 200-300 mètres l'un de l'autre, mais les services de gendarmerie répondront à l'issue de l'enquête. Merci en tout cas, capitaine Stéphane Orticoni. On rappelle que vous faites un métier extrêmement dangereux puisque 2 pilotes de bombardiers ont trouvé la mort hier en Grèce pendant qu'ils luttaient contre les flammes. Merci à vous et restez avec nous dans quelques instants. On sera avec le maire d'une commune dans les Bouches du Nord où il y a eu également des feux qui semblent maintenant fixés. On sera avec lui pour faire le point sur la situation. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 12h17 en direct sur Sud Radio. On continue à parler des incendies. Plusieurs feux étaient en cours dans le sud de la France, notamment dans les Bouches-du-Rhône, dans les Alpes-Maritimes, à Cagnes-sur-Mer. Nous sommes en direct avec le maire de Velot, dans les Bouches-du-Rhône, Yannick Guérin. Bonjour Yannick Guérin. Bonjour. Vous faites partie des communes qui ont été touchées par les incendies. Où en est-on à l'heure où l'on parle ? Bon, aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Effectivement, le feu a été fixé en toute fin de soirée. On a eu la chance d'avoir énormément de moyens qui étaient sur place. Il faut vraiment saluer le travail du SDIS 13, mais aussi des SDIS environ et même éloignés, puisqu'on a même des pompiers du Val d'Oise qui étaient sur place. Et on avait presque 160 hommes et femmes qui étaient sur place très très vite. Donc voilà, ça a permis de circonscrire très vite le feu. On va dire qu'on a perdu 3 hectares, mais vu le poumon vert où se situait ce départ de feu, on a eu quand même beaucoup de chance. Dans ces cas-là, j'imagine, Yannick Guérin, qu'il faut aller très vite, réagir très vite et mobiliser un maximum de moyens.
Effectivement, et c'est toute la stratégie qui est mise en place cet été par le SDIS 13. Je salue le travail encore une fois, étant membre même du conseil d'administration du SDIS 13 au conseil départemental. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui avait été mis en place et ça contribue à pouvoir agir très vite. Le feu est parti vers 7h30 et on peut dire qu'à partir de 20h déjà il était bien sous contrôle et quasiment éteint. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de l'origine du feu? Une enquête est ouverte à l'instar de la Haute-Corse? Oui, il y a une enquête qui est ouverte. Alors comme il y a eu deux départs différents, voilà, il y a des présomptions quand même sur un acte criminel, mais je ne vais pas me substituer à l'enquête en cours. On aura assez rapidement des réponses, je pense. J'imagine qu'il y a beaucoup de touristes dans votre zone. On est en plein été. Est-ce que vous avez envisagé des évacuations? Alors non, si vous voulez, les choses se sont réglées d'une telle manière qu'on n'a pas eu à organiser ça. Les gens ont l'habitude, malheureusement. L'année dernière, nous avons été la première commune impactée par les feux, avec un incendie sur le secteur qui avait déjà fait brûler 8 hectares. Donc là, ça avait été beaucoup plus problématique parce qu'il y avait vraiment des habitations qui étaient menacées. Là, on va dire que paradoxalement, le fait que ce soit vraiment sur de la forêt, voilà, on avait moins de problématiques de logement ou de ce type-là. Merci en tout cas Yannick Guérin d'avoir été avec nous, le maire de Velot dans les Bouches-du-Rhône, avec des nouvelles plutôt rassurantes puisqu'à l'heure qu'il est donc l'incendie a été fixé. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Les débats de l'été Sud Radio. Il est 12h20, tout autre sujet. Le maire de Mandelieu, Lanapoule, ne décolère pas. Sa commune vient d'écoper de la plus grosse amende du département en 2023 pour non-respect de la loi imposant 25% de logements sociaux. Une sanction injuste pour Sébastien Leroy. Il est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonjour Sébastien Leroy. Bonjour. Alors racontez-nous, vous venez de recevoir une amende assez astronomique, c'est bien ça ? Tout à fait, on a une amende de 830 000 € qui vient d'être renouvelée pour 3 ans. Donc on payait déjà plus de 800 000 € depuis les 3 dernières années. Et aujourd'hui, on me demande de construire près de 2500 logements sociaux avant le 31 décembre. Alors c'est sûr que 830 000 €, j'imagine que ça pèse lourd dans un budget comme le vôtre. Ça représente 2% de nos dépenses de fonctionnement, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça vient s'ajouter à tous les autres prélèvements que l'État nous impose, fonds de péréquation, suppression des dotations, etc. Et donc, on est maintenant à près de 10 millions d'euros de ponctions par an. Ah oui, 10 millions. Que vous reproche-t-on précisément ? Eh bien, en fait, on me reproche de ne pas appliquer la loi SRU, qui consisterait, si on était dans un monde théorique, à littéralement bétonner la totalité de la surface de ma ville, et y compris de la surface naturelle, en balayant d'un revers de main tous les terrains qui sont exposés au risque majeur. J'ai une ville qui est à 80% inconstructible, qui a été inondée 3 fois en 4 ans. Il y a eu 8 morts en 2015. On a eu 2 inondations majeures à 8 jours d'intervalle en 2019. Tous les terrains sont inconstructibles. L'État, d'ailleurs, est parfaitement au courant puisque c'est lui qui fait les PPRI. Et de par la loi, je dois faire 8000 logements puisque j'ai 2500 logements sociaux à produire, ce qui représente en tout 8000 logements quand on fait les logements traditionnels qui doivent les financer. Ça paraît insensé. On rappelle que c'est une ville de 3500 habitants. Combien vous avez de logements sociaux aujourd'hui ? Alors, on est une ville de 22 000 habitants l'hiver et on est 80 000 l'été sur 700 hectares de ville. Donc, on est une commune de plus de 3500 habitants, donc la loi SRU s'applique. Et aujourd'hui, on est face à un constat, c'est que sur 700 hectares de ville, il y a 80 000 personnes l'été. Donc, il n'y a plus un terrain de disponible, rien n'est constructible, et pourtant, je dois appliquer cette loi qui est une loi totalement absurde. J'imagine que vous avez fait des recours en justice, certainement. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Parce que ça paraît assez incroyable, ce qu'on entend. Eh bien, on me répond que la loi, c'est la loi. Pour vous dire à quel point c'est inimaginable, parce que ça fait des années que je dénonce cette absurdité de la loi SRU. Après 2019, le préfet, la DDTM, donc la Direction des Territoires et de la Mer, ont demandé à ce que Mandelieu soit exempté de la loi SRU. Ça a été remonté au préfet de région qui a validé l'exemption de la loi. Et Mandelieu a été remise dans les objectifs par ordre du ministère du Logement, pour avoir des objectifs de production sur la Côte d'Azur. Et quand j'ai demandé aux conseillers,
ministériel de Mme Vargon à l'époque qui était là à une audience, on m'a expliqué très clairement que c'était à moi de trouver des solutions pour construire en zone inondable et que, en gros, seuls comptaient les objectifs de production. Aujourd'hui, que dit précisément la loi? On a compris qu'il y avait une loi assez stricte, mais quels sont les moyens de la contourner objectivement? Alors, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que quand ils ont écrit la loi, ils s'étaient dit quand même que les territoires qui sont exposés au risque majeur, il fallait les exonérer. Sauf qu'ils ont tellement mal écrit l'article de loi que les critères d'exonération sont impossibles à mettre en place parce qu'ils n'ont pas cumulé les risques. Vous voyez, moi j'ai 80% de la ville inconstructible de par les inondations, les incendies, la submersion marine, etc., etc. Et dans la loi, plutôt que de mettre des facteurs additionnels, ils ont mis cumulatif. C'est-à-dire qu'il faudrait que ma ville soit plus de 50% inconstructible à cause des inondations ou à cause des incendies, mais pas les deux ensemble. Vous voyez, ce qui est déjà totalement délirant. Et pour bien parfaire le système, ils ont précisé que la surface à prendre en compte pour déterminer si la ville était impactée à plus de 50%, c'est ce qu'ils appellent la zone urbaine, zone urbanisable. Sauf que quand il y a un territoire qui est frappé par des risques majeurs, l'État ne le classe pas en zone urbaine, il le classe en zone naturelle. C'est-à-dire que moi, ma commune fait 3200 hectares, j'ai 700 hectares urbains, j'ai 80% qui est inconstructible, et on me déclare que je peux parfaitement être applicable à la loi SRU. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la payer, cette amende? Ah, on n'a pas le choix, puisque en fait, vous savez que la ville n'a pas un compte bancaire avec son argent, c'est l'État qui a l'argent et c'est l'État qui, de fait, vient prélever automatiquement avant de vous laisser à disposition les fonds. Donc on n'est même pas, on donne même pas l'ordre de paiement, quoi. Comment réagissent les habitants de Mandelieu-la Napoule? Les habitants réagissent comme moi. Ça fait des années qu'on est ponctionné. En fait, on est pillé en termes de finances par l'État qui se sert de ce prétexte pour nous prendre des ressources financières. Toute la population est tout à fait contre le fait d'imaginer qu'on puisse bétonner cette ville. Parce que vous savez, la ville sur la Côte d'Azur, ça a déjà été l'expression d'une bétonisation folle des années 50-60. Et pour vous l'illustrer, ce qu'on me demande de faire aujourd'hui pour respecter la loi SRU, c'est une urbanisation plus importante que celle des 50 dernières années sur ce site. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande très clairement de faire 3 fois pire que ce qu'ont fait l'État d'ailleurs dans les années 50-60 quand il donnait les permis de construire, et de littéralement bétonner tout ce qui reste. Donc Mandelieu, qui est peut-être la ville la plus touchée du département des Alpes-Maritimes pour les risques naturels, est aussi celle qui est le plus sanctionnée par l'État pour ne pas bétonner son littoral. Sébastien Leroy, ma dernière question, vous échangez avec certains autres maires d'autres communes qui pourraient avoir les mêmes problèmes que vous? Ah, mais alors, vous savez, moi je suis membre de l'AMF, donc je vois mes collègues de la France entière dans le comité directeur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un élu de France, tout parti confondu, qui dénonce pas la loi SRU. Tout le monde sait qu'elle est inapplicable, que c'est une folie. Les élus locaux le savent, les parlementaires le savent, les préfets le savent, les ministres le savent, et le gouvernement le sait. Sauf que personne ne fait rien, parce que c'est un totem, parce que ça fait bien de dire qu'on fait du social, même si en fait on ne fait rien. Même si ça organise la pénurie du logement, parce que la loi SRU est une loi extrêmement perverse, elle ne construit pas assez de logements sociaux, et les prix des logements traditionnels qui financent les logements sociaux sont tellement chers que les jeunes actifs ne peuvent plus les acheter. Donc en fait, tout le monde sait que ce système est complètement débile, mais personne ne fait rien parce qu'il y a le mot social. Et écoutez, je terminerai sur... voilà, ça laisse songeur en tout cas. Merci Sébastien Leroy d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Dans quelques instants, notre face-à-face, on parlera du meurtre d'Enzo. Le sujet a été peu évoqué, curieusement, dans la presse jusqu'à présent. L'adolescent de 15 ans a été poignardé samedi en pleine rue, dans une petite commune de l'Eure, par un jeune du même âge, pour un mauvais regard, selon les premiers éléments de l'enquête. Les mineurs sont-ils de plus en plus violents? Nos 2 pénalistes en débattront. Ils reviendront également sur la fronde des policiers qui occupe toujours les grands titres de l'actualité, qui se poursuit, qui s'étend même après la mise en détention provisoire d'un agent de la BAC à Marseille. Vous pouvez évidemment réagir, n'oubliez pas 0826 300 300 pour prendre part au débat. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 12h30 en direct sur Sud Radio. Marseille, Paris, Nice, après l'incarcération d'un des leurs mis en examen pour violence en réunion. La vague de protestation des forces de l'ordre s'étend, le tout sur fond de polémique après les propos de Frédéric Vaux qui estime qu'un policier n'a pas sa place en prison. On en débat avec nos 2 invités. Antoine Savigna, avocat pénaliste, ancien député LR. Bonjour Antoine Savigna, bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, en face de vous, Alexis Tordeau, avocat pénaliste. Bonjour Alexis Tordeau, merci également
également d'être là. Alors le mouvement dépasse maintenant largement la cité phocéenne pour gagner le Sud, le Rhône et la région parisienne. On parle de 800 à 1000 fonctionnaires en arrêt maladie à Marseille. Ailleurs, c'est le fameux code 562, c'est-à-dire le service minimum pour les policiers qui s'applique. Antoine Savignat, ce mouvement vous inquiète-t-il ? Oui, évidemment, ce mouvement est inquiétant. On sait tous qu'on a besoin d'une police et d'une police qui fonctionne. On comprend que les fonctionnaires de police en aient ras-le-bol. Ils ont été extrêmement sollicités dans les mois qui viennent de s'écouler. Ils ont fait des heures plus que de raison. Ils sont exposés quotidiennement et l'incarcération de l'un des leurs est sans doute la goutte qui a fait déborder le vase, qui fait qu'ils ne comprennent plus aujourd'hui le sens de leur mission. Je crois qu'il faut être très prudent sur cette incarcération. C'est une décision de justice. 4 fonctionnaires ont été mis en examen. Un seul d'entre eux a été placé en détention. Nous n'avons pas le dossier et je pense qu'il faut appeler à la prudence. Il y a aujourd'hui quelque chose qui est aussi extrêmement inquiétant, au-delà de ce mouvement d'exaspération qu'on peut comprendre, encore une fois, des fonctionnaires de police, c'est ce clivage que certains voudraient créer et animer entre justice et police dans notre pays. Et ça, à mon sens, est particulièrement inquiétant. La position de certains syndicats de magistrats, pas tous, parce que d'autres sont beaucoup plus prudents, mais la position de certains syndicats de magistrats est aussi inquiétante. Je pense qu'il faudrait que ces magistrats comprennent que chacun a un rôle à jouer dans notre système judiciaire, que chacun a une mission qui lui est définie avec ses règles, mais simplement le magistrat qui ne répond pas de ses erreurs doit peut-être faire preuve d'un peu d'empathie à l'égard des fonctionnaires de police qui, eux, sont exposés et répondent des erreurs qu'ils peuvent commettre dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Alors, on rappelle quand même, effectivement, que le courroux des magistrats part des propos du directeur général de la police, qui dit qu'en gros, le policier n'a pas sa place en prison avant le jugement. Alexis Tordeau, vous seriez, entre guillemets, aussi sévère à l'encontre des magistrats que votre confrère ici présent ? Je ne suis pas forcément en phase avec les propos de mon confrère, parce que ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est-à-dire c'est remettre en cause, d'une part, l'indépendance des magistrats et d'autre part, venir dire que la justice qui s'appliquerait aux policiers ne serait pas la même qu'aux justiciables. Si on avait besoin justement d'avoir un exemple sur les limites de la détention provisoire, parce qu'ils sont 20 000, 25 000 aujourd'hui, ça représente le tiers des détenus qui sont mis incarcérés en détention provisoire alors qu'ils n'ont pour l'instant pas été condamnés, c'est le bon exemple. Donc, le débat qu'il faut qu'on ait, c'est un débat sur la détention provisoire. Est-ce qu'effectivement elle est opportune lorsqu'on a quelqu'un qui n'a pas été condamné, lorsqu'on a quelqu'un qui conteste les faits? Effectivement, là on peut en discuter. Moi je pense que effectivement dans ce cas-là, la place du policier n'est pas en détention provisoire. Mais comme pour certains de mes clients, on ne connaît pas le dossier, ça c'est vrai. C'est vrai que l'avocat de Eddy, le jeune blessé, le jeune Marseillais, expliquait quand même qu'il a subi de lourdes opérations, notamment une trépanation du crâne. C'est une opération très lourde. On va pas refaire le dossier ici, mais ça serait bon de rappeler peut-être les règles de la détention provisoire. Quand est-ce qu'on met quelqu'un en détention provisoire, précisément, maître Savignat ? Elle n'est justement pas le principe dans notre système judiciaire. Et c'est pour ça que je vous disais que sur 4 mis en examen dans ce dossier, 3 sont restés libres, puisqu'elle est l'exception. Et il faut que, effectivement, la personne mise en examen ne coche pas ou coche un certain nombre de cases pour être placée en détention. Et comme on ne connaît pas le dossier, c'est extrêmement difficile de se prononcer. Je ne sais pas, vous savez, tout est possible. Oui. On peut placer une personne en détention provisoire pour la protéger aussi, pour la protéger d'elle-même ou pour la protéger de l'extérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce dossier, je ne sais pas, et nous ne savons pas ce qu'ont donné les auditions. Il faut être prudent, mais il ne faut pas monter, encore une fois, une institution contre l'autre. Mais c'est vrai que ce qui retient l'attention, pardonnez-moi, dans ce dossier, c'est que les policiers, eux, se plaignent d'être des exemples, finalement, voyez, pour l'opinion publique. Est-ce qu'il y a ce risque vraiment où on peut faire complètement confiance à la justice? On peut aussi entendre qu'ils ne comprennent pas que quotidiennement, ils présentent à des magistrats des gens à l'issue d'un long travail d'enquête ou de travail d'interpellation et que ces personnes soient remises en liberté là où l'un d'entre eux. Ils ne sont pas au-dessus des lois. La loi, elle est la même pour tous, mais ils ne sont pas au-dessus, ils ne sont pas en dessous. N'utilisons pas les propos d'un chef. Ils disent pas le contraire, d'ailleurs. Oui, mais le DGPN est un chef à la tête d'une institution épuisée, avec des femmes et des hommes épuisés. Il soutient ces femmes et ces hommes. Il ne fait pas de pression. La décision, elle était rendue. On ne fait pas pression une fois que la décision est
est rendue. Il soutient des femmes et des hommes. N'y voyons pas, et j'espère, mais la majorité des magistrats, je pense, ne le voient pas comme ça, n'y voyons pas un affront vis-à-vis de l'institution judiciaire et de l'autorité judiciaire, mais plus un comportement. Le chef est aussi le porte-parole de ses hommes. Et Alexis Tordeau, je vois qu'il n'est pas. L'épuisement ne peut absolument pas justifier d'avoir des propos qui remettent clairement en question un principe qui est fondamental dans la justice qui est la nôtre, c'est-à-dire l'égalité de traitement de l'intégralité des justiciables. Et d'ailleurs, les policiers, ils tirent aussi la légitimité de leur fonction de par cette justice-là. Donc si vous venez leur expliquer, effectivement, la justice ne s'applique pas lorsqu'on parle d'un policier, c'est finalement remettre en cause l'application des lois pour les policiers. Donc c'est vraiment gênant. L'autre critère, ce que vous avez expliqué sur la protection, moi j'ai du mal à venir expliquer à un policier qu'il est placé en détention provisoire, on vous place en détention pour vous protéger. Effectivement, c'est un critère de l'article 144, mais vous comprenez que c'est un critère qui n'est pas opportun, parce qu'aller dire à un policier dans les conditions qui sont les siennes quand ils sont incarcérés à Nanterre, parce que moi je vais les voir ou à la santé, qui sont protégés en détention, c'est une hérésie. Je veux dire, au contraire, en détention, ils sont en danger, et si, j'en ai rarement vu, mais des décisions de JLD, du juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction, qui viennent retenir ce critère pour placer quelqu'un en détention, c'est abject de dire ça. On protège personne quand on place quelqu'un en prison. Et retenir ce critère-là, c'est fondamentalement une erreur. C'était le cas. J'ai dit qu'il y a une multitude de critères et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le dossier, et qu'on ne sait pas pour quelle raison le JLD aujourd'hui a choisi de placer ce policier en détention provisoire. Donc ça veut dire que Frédéric Vaux a eu tort de tenir ses propos, qu'un policier ne devrait pas dormir en prison tant qu'il n'y a pas eu de jugement, selon vous ? C'est une position. Je pense que c'est une position qui est aussi... d'abord, encore une fois, il fait part de l'exaspération de l'ensemble des fonctionnaires de police. Ensuite, c'est peut-être une position de principe. Peut-être veut-il faire passer un message aux législateurs, faire évoluer les critères de la détention provisoire. Il a exclu quand même un certain nombre d'hypothèses, entre autres le manquement à l'intégrité des fonctions. Donc, il fait passer un message. Mais vous savez, je pense qu'il critique pas le placement en détention. La semaine dernière, vous pouviez lire à contrario un communiqué d'un certain nombre de syndicats de magistrats qui disait le garde des Sceaux a dit qu'il y avait eu 742 placements en détention suite aux émeutes. Est-ce que c'est pas non plus une critique de la part de ces syndicats des décisions prises par leurs collègues? Je vois pas que le DGPN puisse influencer quelque décision que ce soit. Et je pense même que c'est faire insulte à l'indépendance de tous les magistrats que de croire qu'une déclaration dans la presse serait un moyen de pression pour les amener à rendre une décision plus favorable ou allant dans le sens qui est celui voulu par lui. En tout cas, ça pose une question de fond, évidemment, qui revient depuis 3 jours. Les policiers sont-ils des justiciables comme les autres ? Aujourd'hui, plusieurs pistes de réforme sont évoquées. Certains policiers, on entendait Jean-Michel Fauvergue hier avancer l'idée d'une justice indépendante à part pour les policiers avec des professionnels qui connaissent leur cœur de métier. Est-ce que ça vous paraît être une bonne piste, Alexis Tordeau ? Rapidement quand même sur ce qui a été dit précédemment, que des magistrats et que le syndicat des magistrats viennent remettre en cause des décisions qui sont rendues par leurs pairs. C'est finalement quelque chose qui est envisageable. Nous, en tant qu'avocats, on peut avoir le président, effectivement, M. Gavaudan, qui s'exprime et on l'écoute. Par contre, que des policiers viennent remettre en cause une décision d'un magistrat, c'est éminemment critiquable. Et quand vous disiez que ça n'a pas forcément d'impact, c'est faux. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc ces propos ont eu un impact. On a justement des policiers qui invoquent, on peut le dire, des raisons fallacieuses, des arrêts maladie ou finalement des choses qui sont éminemment contraires pour se mettre en grève. Ils n'ont pas le droit de grève, donc. Bien sûr, non mais ce que je veux dire, non mais j'entends. Mais quand on m'explique que ça n'a pas d'impact et que c'est juste des paroles, non, c'est des paroles qui sont extrêmement graves et qui remettent en cause un principe cardinal de la justice, qui est celui de laisser l'institution judiciaire traiter et juger les justiciables comme elle le souhaite. Donc je pense que pour le coup, ces propos sont extrêmement graves et doivent être condamnés. Ils se sont mis en grève avant les propos, évidemment. Mais ça renforce quand même. Ça renforce d'un des leurs. C'est pas les propos qui ont fait qu'ils se mettent en grève. Avançons un petit peu, messieurs, s'il vous plaît. Justement, allons plus loin sur justement ces propositions qu'on avance. Vous qui connaissez bien la loi, forcément par définition, une justice indépendante à part pour les policiers, est-ce que ça vous semble être une bonne piste ? Je ne sais pas s'il faut une justice indépendante ou s'il faut peut-être adapter un certain nombre de dispositions. Il est vrai, et on le voit dans notre société depuis un certain nombre d'années, que la société est de plus en plus violente, que les fonctionnaires de police sont exposés à beaucoup d'actions extrêmement violentes dans leur quotidien, et que puisqu'ils sont plus exposés que le commun des mortels que nous sommes, et nous ne sommes pas exposés d'ailleurs grâce au travail qui est le leur, puisqu'ils sont plus exposés, peut-être faudrait-il effectivement
adapter la méthodologie et les réponses à apporter à leur situation. Vous savez, aujourd'hui, on crée des juridictions spécialisées, ce qui est une très bonne chose pour protéger les femmes des violences dont elles peuvent faire l'objet dans la cellule familiale, parce que c'est quelque chose de particulier, parce que ça nécessite une surveillance particulière, une réponse particulière. Peut-être que pour ceux qui sont les plus exposés, on pourrait adapter la réponse sans pour autant, encore une fois, les exonérer de la responsabilité qui est la leur dans l'hypothèse et dans les cas où ils commettent une faute. Mais peut-être adapter la réponse pour que ça ne soit pas Alexis celle Tordeau. Encore une fois, cette idée de constamment vouloir légiférer, déjà d'une part, ça vient décrédibiliser le droit qu'est le nôtre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on légifère, et le président de la République, je crois, l'a dit, à chaque fois qu'on légifère, c'est en fait un message qui est envoyé aux législateurs pour le dire, les lois ne sont pas suffisantes, il faut continuer à le faire. Donc en réalité, c'est déjà... La société évolue, il faut toujours... il faut suivre... Le législateur doit suivre l'évolution. Et manifestement, ça pose problème. Moi, je pense que, justement, sur une procédure pénale qui est déjà complexe, et les magistrats le disent, et les avocats le disent, venir encore expliquer qu'une justice et des textes de loi différents devraient s'appliquer aux policiers, c'est une bonne chose. On a déjà aujourd'hui, et les seuls qui sont mis en examen et placés en détention provisoire, c'est quand on a une faute grave qui est caractérisée soit par une vidéo, donc c'est ce qui s'est passé dans l'affaire à Nanterre, soit à Marseille par effectivement des UMJ qui ont constaté la violence. Donc les seuls finalement qui sont mis en examen et ensuite placés en détention provisoire, c'est quand on estime qu'il y a une faute extrêmement grave. Donc on a déjà l'arsenal législatif pour justement faire en sorte que les policiers soient protégés quand ils exercent leur fonction. Il y a aussi cette justice entre guillemets d'exception, enfin cette règle d'exception qui est le monopole de la violence légitime pour les policiers. Combien, je crois que le président de la République l'avait dit, en plus combien justement sont mis en examen et sont poursuivis. Finalement, on a quand même un chiffre qui est assez léger. Et ceux qui le sont, c'est parce qu'on a effectivement la preuve qu'il y a eu une faute grave, indissociable malheureusement de leur fonction, qui a été commise. Donc les mises en examen aujourd'hui des 4 policiers à Marseille se justifient. Je vois pas comment, avec une loi différente, vous pourriez estimer qu'ils ne devraient pas être mis en examen. Moi, je sais pas, je ne peux pas oser dire qu'elles se justifient, dans la mesure où, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier. Elles se sont justifiées pour un magistrat qui a pris la décision. Attendons de voir quelle sera la décision finale. Maître avec un S. On va aller voir nos auditeurs parce que ça appelle au 0826 300 300. On est en ligne avec Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, vous vouliez intervenir dans ce débat. Oui, je voulais intervenir parce que moi j'ai eu l'occasion de manager des gens qui avaient une autorité. C'est un peu le cas de la police aujourd'hui qui a une autorité sur les personnes, tout agent. Et je vois que le positionnement aussi, le positionnement politique, compris en particulier M. Darmanin et beaucoup d'autres personnes qui interviennent politiquement, défendent en fait de manière unilatérale la police et en fait, accepte les décisions de justice péniblement. Donc, je crois que c'est une grosse erreur. Lorsqu'un manager fait une erreur, il faut la sanctionner. Lorsque quelqu'un qui a une autorité sur une personne fait une erreur, il faut la sanctionner parce qu'il a un devoir d'exemplarité. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait fi de ça et c'est grave. Alors, je comprends que les mineurs soient plus hors contrôle parce que on va dire moins géré par les parents, alors que l'arsenal juridique le permet. Et moi, j'ai toujours appris que si je faisais des bêtises, mon père devrait payer et que on récolterait du sonnant et du trébuchant à la maison. Et c'est ça qui nous a régulés. Et je crois qu'aujourd'hui, l'erreur, je crois qu'il y a une très grosse erreur de vouloir protéger envers et contre tout les policiers pour les gens qui parlent, qui s'expriment, les politiques. Je crois qu'il faut remettre de l'exemplarité. Et je le dis sincèrement. Alors il est en détention provisoire précisément. Ce sont les réactions, vous, que vous critiquez. C'est logique. C'est logique. Je pense qu'il y a eu un incident très grave qui a été jugé il y a 2 mois, je crois. Un policier a ouvert le feu sur une voiture qui n'avait rien fait en fait, des jeunes qui ont été interceptés, ils sont intervenus sans brassard. Ils ont fait peur à ces jeunes. Et en fait, il n'y aurait pas eu de vidéo. Je pense que il y aurait eu une toute autre version, comme on l'a vu sur le dernier incident, où le policier a menti, faut le dire effectivement, pour se défendre. Mais sur ce jugement-là, je crois qu'il y a eu de la prison avec sursis, et la personne aurait pu mourir, quoi. Parce que des coups de feu ont été tirés dans le véhicule. Et vraiment, une intervention comme ça, c'est gravissime. Je trouve que, et là, il y a une forme de bienveillance. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde soit justiciable, égal,
égaux en droit et en devoir, et c'est ça qu'on demande à la République. Merci en tout cas Richard de nous avoir appelé de Toulouse pour nous apporter donc votre réaction. Justement, vous parliez de la violence chez les mineurs, c'est précisément notre deuxième sujet. Vous restez avec nous, cher maître Savigna et Tordeau, puisque dans quelques instants on va évoquer ce drame qui s'est joué samedi dans une petite commune de La Haye-Malherbe, dans l'Eure. Enzo, un jeune garçon de 15 ans, a perdu la vie. Son agresseur âgé lui aussi de 15 ans lui a porté un coup de couteau au thorax suite à une bagarre. Un mauvais regard serait en cause. De plus en plus de faits divers dont les mineurs comment l'expliquer, comment lutter. On en parle dans quelques instants. Et 0826 300 300 si vous voulez réagir. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h48, merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. L'affaire est passée quasi inaperçue, elle est pourtant d'une gravité exceptionnelle. Samedi, dans la petite commune de La Haye-Malherbe, dans l'Eure, Enzo, un jeune garçon de 15 ans, a perdu la vie. Son agresseur, âgé lui aussi de 15 ans, lui a porté un coup de couteau au thorax suite à une bagarre. Un mauvais regard, selon les premiers éléments de l'enquête. On en parle avec vous, Antoine Savigna, avocat pénaliste, ancien député LR. À vos côtés, Alexis Tordeau, avocat pénaliste lui aussi. Alors c'est vrai, messieurs, on en parlait il y a quelques instants avec l'un de nos auditeurs, de plus en plus de faits divers sont en fait le fait de mineurs de plus en plus jeunes. Il y a cette affaire, mais plus récemment aussi le septuagénaire tué pour avoir osé demander à un groupe de jeunes de faire moins de bruit dans le Nord. Comment expliquer cette violence des plus jeunes, Antoine Savigna ? Je pense qu'il y a une évolution de la société et qu'il faudra sans doute, on le disait tout à l'heure, la loi doit aussi vivre avec son temps. Il faudra un jour se poser la question de la conception de la responsabilité pénale des mineurs et de l'éventuelle suppression de l'exception de minorité pour, face à des situations extrêmes, apporter la réponse adéquate. La société évolue, les jeunes sont beaucoup plus informés. Les jeunes ont le sentiment, parce qu'ils restent des enfants, et qu'il faut continuer à les protéger et à les éduquer, mais ont le sentiment d'être beaucoup plus matures, parce qu'avec un accès à l'information extrêmement simple, avec des médias qui ne rendent pas forcément service ni aux enseignants, ni aux familles, parce que ça les abreuve d'images violentes, de mauvais exemples et de mauvais modèles. Et puis, il y a quand même aussi, c'est la tarte à la crème du débat de bistrot, j'allais dire, mais oui. C'est aussi une réalité, un sentiment d'impunité et un sentiment d'une très très grande compassion de la part de la justice des mineurs aujourd'hui dans notre pays, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a peut-être un système à revoir, mais aussi parce qu'il y a sans doute un manque de moyens pour y parvenir. Alors Maurice Berger, un pédopsychiatre qui travaille depuis 40 ans sur ces questions de mineurs violents, dit, il va dans votre sens, il y a quelques années, 85% des mineurs traduits devant la justice changeaient de comportement après leur rencontre avec le juge. Là, ils ne sont plus que 65%. Donc il y a plus la peur de l'autorité. Vous l'avez constaté, vous, Alexis Tordeau, et comment vous l'expliquez ? Rappelons quand même que c'est un droit qui a été réformé il y a moins de 2 ans. Oui. Donc toujours sur cette idée de vouloir légiférer alors qu'on vient... Que dit la loi précisément ? Précisément, la loi, contrairement aussi à ce qui était dit précédemment, prévoit quand même une possibilité de placement en détention provisoire pour les mineurs entre 13 et 16 ans. Si effectivement le dossier a une connotation criminelle ou si il a une connotation correctionnelle, on arrive à démontrer que le mineur en question n'a pas respecté les mesures de sûreté précédentes, donc contrôle judiciaire ou assignation à résidence. Et pour les mineurs de plus de 16 ans, on a un placement en détention qui précisément nécessite les mêmes critères que pour les majeurs. Donc encore une fois, si on fait le lien... L'enfant, ce sont 2 enfants, un enfant de 15 ans qui tue un autre enfant. Et franchement, malheureusement, c'est pas le premier fait divers de ce type-là. Mais l'enfant de 15 ans, si vous voulez qu'on en parle, il peut être placé en détention provisoire. Parce que, précisément, on est sur une connotation criminelle, donc il pourra et il sera sûrement placé en détention provisoire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus et après, détention provisoire, et après, il va en prison ? Le principe de la détention provisoire, c'est qu'il aille en prison de manière préventive, avant l'audience au fond. L'audience au fond, ensuite, il y a un magistrat qui, effectivement, des magistrats, pour le coup, puisqu'on sera en matière criminelle, qui décideront la sanction. Mais l'arsenal législatif existe. On le place en détention provisoire, il y a une mise en examen, un juge et des juges d'instruction instruisent, et ensuite on arrive à l'audience, il sera condamné. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Comment on peut venir aujourd'hui expliquer qu'il faut légiférer ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Du coup, on doit le... Il faut pas légiférer ça. Il faut, je pense, revoir globalement au-delà de cette très triste affaire. Il faut aussi, parce que, comme vous le rappeliez, les mineurs n'ont plus peur ou beaucoup moins peur de la justice.
Il faut peut-être revoir les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre en fonction de l'âge qu'ils ont et en fonction des faits qu'ils ont commis. Ça évitera aussi à de nombreux réseaux de les utiliser comme main-d'œuvre parce que finalement non sanctionnable ou peu sanctionnable. La réponse, et vous le rappeliez à juste titre, la loi a changé il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, la réponse pénale est beaucoup plus rapide puisque les délais moyens sont passés de 18 mois à 9 mois, ce qui veut dire que beaucoup de jeunes ont une réponse et ont une déclaration de culpabilité au bout de 9 mois au lieu de 18 mois. Ça évite déjà de juger des majeurs pour des faits qu'ils avaient commis quand ils étaient mineurs. Ça permet également une prise de conscience beaucoup plus rapide. Alors oui, ça va... Il faudra analyser les chiffres quand ça, parce que on viendra vous dire ah oui mais regardez du coup il y a plus de récidives. Mais oui mais avant il y avait plus de réitération puisqu'ils n'étaient pas condamnés. Alors il faudra analyser ces chiffres, voir comment ça se passe effectivement et la prise de conscience. Mais au moins le jeune verra le juge beaucoup plus vite et en espérant que après les mesures seront acceptées, comprises, que l'accompagnement sera bien fait et que le résultat sera là. Mais alors, on doit répondre à une société violente. Alors le même Maurice Berger, je le cite parce que c'est vrai que c'est un référent en la matière qui connaît bien ces sujets. Il s'exprimait dans le cadre des émeutes. Là, c'est encore plus grave parce que c'est une affaire de meurtre. Lui, en tout cas, il prône des peines de prison courtes, mais en tout cas, il dit il faut vraiment qu'il y ait un enfermement. Et des magistrats le disent aussi. Voilà, et la responsabilité des parents. Est-ce que aujourd'hui, clairement, la réponse pénale est adaptée, Maître Tordeau ? Nous, notre rôle, c'est de venir étudier finalement et de regarder si, en tant qu'avocat bien sûr, si un dossier d'instruction est correctement mené et ensuite d'aller voir à charge et à décharge comment on peut obtenir une peine qui soit censée. Mais encore une fois, que les magistrats viennent dire il faut des peines plus lourdes, ils ont déjà l'arsenal pour le faire et ils peuvent le faire des audiences. Et s'ils estiment que finalement le mineur de 16 ans qui a fait ça doit avoir seulement 2 ans d'emprisonnement quand le majeur lui en aurait 5, c'est parce qu'ils pensent, et c'est aussi le but de la peine en France, ils pensent qu'il y a une optique de réinsertion. Et justement, mais vous évoquez... La loi existe, mais ça veut dire quoi ? Ce sentiment, volontairement je dis ce sentiment d'impunité, il y a vraiment de l'impunité, vous le voyez sur le terrain, c'est le cas ou oui ou non ? Il y avait déjà, c'est ce que je vous disais quant au délai de traitement, il y avait forcément un sentiment d'impunité puisque quand vous comparaissiez devant le juge pour la première fois 24 ou 30 mois après avoir commis les faits et avoir été interpellé, que vous n'aviez plus 16 ans mais 19 ans et que le magistrat se disait bon finalement ça rime plus à rien de prononcer une mesure éducative parce qu'on est face à un majeur et parce forcément ça entretient ce sentiment d'impunité. Alors encore une fois, les magistrats n'avaient pas puisque les choses semblent s'améliorer, les moyens d'apporter une réponse rapide, n'avaient pas forcément l'arsenal législatif pour y parvenir. Aujourd'hui, la nouvelle procédure fait qu'effectivement, ils peuvent apporter une réponse plus vite. Il faut espérer que ce sera déjà une solution qui viendra combattre ce sentiment d'impunité des mineurs. Alors, sauf qu'on ne sait pas vraiment si c'est l'impunité qui crée cette violence inouïe. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un travail énorme à faire en amont pour pas que ce genre de situation arrive ? Parce qu'il y a comme un manque total d'empathie finalement chez ces jeunes. On le constate dans tous ces faits divers. Et cette question du sentiment d'impunité me rappelle un peu la question qu'on avait eue à une époque sur la liberté de manifester. Est-ce qu'on peut interdire quelqu'un de manifester parce que potentiellement il va commettre un délit. C'est un peu le même débat. Or aujourd'hui, c'est quoi le principe d'une démocratie ? C'est qu'avant l'acte criminel, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire on pense qu'il va commettre un délit ou un crime parce qu'il a un sentiment d'impunité pour éventuellement le condamner. C'était la même chose qu'on a eu dans le cadre des manifestations. On s'est posé la question à un moment donné de savoir si on allait pouvoir interdire à quelqu'un de manifester sur le simple fondement qu'il pourrait commettre un délit ou un crime. Et ça, c'est extrêmement gênant. Donc, nous, en tant que juristes, venir évoquer des sentiments d'impunité, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement superficiel et qui est effectivement caractérisé par rien. Mais c'est pas une réalité juridique. Non, mais c'est une réalité sociétale. Bien sûr. Les jeunes n'ont nous, pas ici, peur. On vient pas en tant que politique. Les jeunes n'ont pas peur du juge, les jeunes n'ont pas peur du gendarme. Mais c'est une réalité. Et je préfère ça qu'avoir une société et des juges qui viennent dire, parce qu'il y a un sentiment d'impunité ou parce que potentiellement ils vont commettre un délit dans une manifestation, les interdire avant. Il faut juste apporter une réponse quand les faits sont commis. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'en prendre aux parents comme d'ailleurs l'a évoqué Emmanuel Macron, je cite, à la première connerie, là il parlait des allocations familiales. On ne peut pas tout rejeter sur les parents, tout rejeter. Il y a peut-être aussi qu'il faut s'en prendre à l'éducation nationale, peut-être qu'il faut s'en prendre aux parents.
parents, peut-être qu'il faut s'en prendre aux médias, peut-être c'est un problème en global. Bon, les médias et l'école n'est pas responsable des parents des mineurs qui commettent ce larcin. Quand je dis les médias, vous savez comme moi que les jeunes ont accès sur nos différents médias à des vidéos extrêmement violentes, à des messages extrêmement violents. Encore une fois, c'est pas l'information, c'est l'ensemble des médias, du panel de médias mis à disposition. Et c'est de tout cela dont il faut discuter aujourd'hui, parce que les jeunes n'ont pas non plus, je disais, ils n'ont pas peur du gendarme, ils n'ont pas peur du juge, ils n'ont pas peur du professeur, ils n'ont pas peur de l'instituteur, ils n'ont pas peur de leurs parents. Il y a des parents en vraie situation de détresse. Vous pouvez voir, moi j'ai vu 100 fois des femmes seules avec des enfants en vraie situation de détresse, ayant même elles-mêmes peur de leurs enfants. Il faut accompagner tout le monde. Merci en tout cas Antoine Savigny, avocat pénaliste, et Alexis Tordot, avocat pénaliste lui aussi. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, mon invité du jour, Roland Carroll, chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po, patron d'instituts de sondage. Il les a tous connus, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron. Il nous dira tout sur son voyage au cœur de la Ve République. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 13h08, l'heure d'accueillir mon invité du jour, Roland Carroll, chercheur en sciences politiques, ex-enseignant à Sciences Po, patron d'institut de sondage. Il a suivi les mouvements de l'opinion de ces dernières décennies. Il a côtoyé la majorité des présidents de la Ve République, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron et même avant. Roland Carroll nous amène avec lui aujourd'hui dans son voyage au cœur de la Ve République. C'est le titre de son dernier ouvrage publié chez Calment Lévy. Bonjour Roland Carroll. Bonjour. On est ravis de vous accueillir en direct sur Sud Radio. Alors vous avez tenu, vous, à débuter ce dernier livre en évoquant votre enfance au Maroc. De quelle manière elle vous a façonné ? L'enfance, c'est toujours marquant et sans doute ça l'était particulièrement pour un jeune garçon comme moi dans un pays comme le Maroc de l'époque. Bon, le Maroc, il a jamais cessé d'être un beau pays avec des gens accueillants, et ça, tout le monde peut continuer à le voir. Mais il y avait une particularité de cette période, c'était une ouverture incroyable à la tolérance. Voilà, c'était un pays dans lequel se côtoyaient des communautés extrêmement diverses. Et on était à l'école, au lycée, avec des musulmans, des juifs, des Européens d'origine. Et tout ça, on savait ce que chacun était. Bien sûr. On profitait des fêtes pour aller manger la cuisine des autres dans leur famille. Mais tout ça se faisait dans une bonne humeur et un sentiment d'égalité tout à fait profond dans un pays où pourtant se posaient des problèmes politiques majeurs, puisque le pays était en même temps en lutte pour son indépendance. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et surtout qui fait écho avec l'actualité. Aujourd'hui, vous avez assisté évidemment à ces changements de société. Bien sûr. J'ai assisté à ces changements à la fois au Maroc et chez nous. Le fait que les choses se sont aigries, qu'il est plus difficile d'accepter le débat, quel qu'il soit. Et voilà, c'est clair qu'on vit dans une période différente. Me faites pas dire que je regrette de ne pas jouer ceux qui en permanence disent c'était mieux avant. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés aujourd'hui à faire vivre le débat démocratique. Nous avions moins de difficultés sur ce plan-là à l'époque. Alors il y a vos années de formation à Sciences Po, à la faculté de droit de Paris, au sein du club Jean Moulin, puis une vie militante, puis de chercheur et enfin de sondeur. Vous avez plusieurs vies, Roland Carroll. De quoi êtes-vous finalement le plus fier ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que ma constante, c'est que je suis d'abord un chercheur. Je suis quelqu'un qui, bien sûr, s'intéresse à la politique, mais s'intéresse à la science politique. J'essaye d'étudier la politique comme un objet de science. Je le dis dans mon bouquin, de temps en temps, on me dit « mais vous n'êtes pas tenté de faire plutôt de la politique vous-même ?» Et je dis « non, vous ne demanderiez pas à un spécialiste de zoologie s'il a envie de devenir un animal. Non, mes animaux, ce sont les politiques. Ça m'intéresse de les étudier, d'étudier les phénomènes politiques. Pour autant, j'ai pas envie de les remplacer. Ma constante, c'est d'être d'abord à Sciences Po, dans les instituts de sondage, ailleurs, quelqu'un qui obstinément essaye de faire que la science politique soit une véritable science. Alors Roland Carroll, évidemment, votre ouvrage est truffé de plein d'anecdotes croustillantes. On va forcément relever quelques-unes ici. Par exemple, vous avez appris sa défaite à Valéry Giscard d'Estaing et sa victoire, la même année évidemment, à François Mitterrand. Quelles ont été leurs réactions respectives ?
c'était donc en 1981. On faisait des sondages pour les différents candidats et comme là, le sondage à faire entre les deux tours de l'élection, c'était forcément le même pour les deux candidats qui restaient en liste. Sociaux, il n'y avait pas de voilà, on avait donc décidé d'essayer de le vendre en leur disant à chacun qu'on vendait le même sondage, qui se partageait les frais du sondage. Ils ont accepté. J'ai appelé le vendredi, en fin d'après-midi, Valéry Giscard d'Estaing, le vendredi précédent le dimanche où on votait, et je lui dis, avec tous les égards dus à son rang, je suis un peu désolé, monsieur le président de la République, mais voilà, on vous trouve pas gagnant, quoi. Et il me dit, écoutez, ça m'étonne pas ce que vous me dites, et j'ai tout à fait confiance dans le professionnalisme de votre travail, mais vous allez voir, tout le monde me dit qu'il y a en ce moment un mouvement qui est en train de se produire dans le pays, un mouvement de retournement, et je vous fiche mon billet, me dit-il, je vous fiche mon billet que je serai élu dimanche. Ah ben zut alors. Et ben zut, il a eu faux, et malheureusement pour lui... Qui apparemment est resté impassible, il a gardé l'information pour lui. Il était convenu que, alors là, une fois qu'on aurait les premiers résultats sortis de nos ordinateurs le jour de l'élection, on le préviendrait. Je l'ai donc appelé à l'hôtel du Vieux Morvan, où il avait ses habitudes dans la Nièvre. Et je l'appelle, il me prend, comme c'était convenu tout de suite. Je lui dis, monsieur le président, vous êtes élu. Et il me dit, mais vous êtes sûr ? Je lui dis, écoutez, oui, si je vous appelle, c'est que l'estimation s'est maintenant stabilisée. Il était 18h26. Les ordinateurs l'ont noté. 18h26, donc très tôt, dans la soirée électorale qui s'annonce. Et je lui dis, normalement, ça ne bougera plus. Et il me pose cette question, tout à fait étrange, je trouve. Il me dit, est-ce que je suis forcé de le dire aux gens qui sont autour de moi ? Je lui dis, non, monsieur le président, moi je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Et donc j'ai appris en effet que pendant une bonne demi-heure, il n'avait rien dit aux gens autour de lui, jouissant probablement de cette situation où lui savait et où les autres ne savaient pas. Et puis il y a eu Jacques Chirac à Roland-Carroll, le plus sympathique, vous dites, et le plus grand serreur de main. Ah, extraordinaire. Très difficile d'échapper à la poignée de main énergique. Vous avez fait un petit jeu là-dessus, d'ailleurs. Oui, on faisait un petit jeu avec quelques amis politologues ou journalistes. On voyait le président de temps en temps dans des cérémonies, des occasions diverses. Donc, souvent, on était à 20, 30 avec le président de la République et on jouait à essayer de ne pas avoir à serrer la main du président de la République. Donc, vous planquiez derrière les gens. Et voilà, on bougeait pour essayer de ne pas se faire voir. Et on perdait, parce qu'il arrivait toujours le moment où on pensait qu'on avait gagné, on avait réussi à échapper à la poignée de main, il vous agrippait par derrière, au moment où vous n'y attendiez plus, il vous retournait, ah cher ami, vous êtes là vous aussi, et voilà, on avait eu la poignée de main, formidable en poignée de main. Alors un autre, vous faisiez vous l'employez vous-même, je crois, le mot palpouille, c'est ça, de François Mitterrand, le jour François Hollande, pardon, le jour de son élection. François Hollande qui apparemment était assez sûr de son destin de candidat, déjà dans un premier temps, y compris avant la fameuse affaire Strauss-Kahn. Absolument, puisque alors même qu'on est loin d'imaginer l'affaire Strauss-Kahn, et alors que donc Strauss-Kahn plane au-dessus des sondages comme le super favori de la présidentielle, Hollande me dit non, mais moi je vais le battre. C'est dingue. Battre, ah bon, comment ça se fait Et il me dit oui, ce type, par exemple, ce type déteste les femmes et elles vont le sentir. Elles ne voteront jamais pour un type pareil. Bref, il a eu une espèce de pari sur l'avenir, de sûreté de lui-même et de certitude que Strauss-Kahn ne pouvait pas gagner cette élection. Alors François Hollande qui veut vous présenter manifestement à un moment donné Emmanuel Macron, alors je crois encore ministre de l'économie, il vous dit... Même pas, non, il est à l'Élysée à l'époque, il est conseiller à l'Élysée. Alors il vous dit, tu vas l'aimer, c'est l'homme le plus intelligent que je connaisse et tu vas voir, il est déjanté. Oui, c'est ça m'a tout à fait étonné parce que d'abord qu'un homme politique reconnaisse qu'un autre homme politique est extrêmement intelligent, c'est rare. Hein. Le plus intelligent. En plus, et là, il dit le plus intelligent. Et il ajoute, et tu vas voir, il va te plaire, parce qu'il est déjanté. Et ce qui est au fond... Quand on regarde Macron, c'est pas complètement absurde. C'est vrai que personne conteste son intelligence. Et c'est vrai que déjanté, on dit déjanté d'un cycliste qui roule un peu là sur la roue à côté de son vélo, quoi. Et on voit bien que c'est
un petit peu la tentation permanente de Macron, de ne pas respecter exactement la règle du jeu, de faire du en même temps. Là où on l'attend pas. Bref, voilà. Et vous le voyez directement, vous, président, très vite. Oui, très vite, du coup, j'ai pris rendez-vous, et en effet, j'ai été à la fois convaincu par son intelligence, tout le monde l'est, et sans doute ça m'a guidé un petit peu dans la compréhension de mon Macron que de comprendre ce que Hollande m'en avait dit. Bon, mais et vous avez su tout de suite, vous l'avez senti, vous l'avez, je crois, entendu après les attentats de 2015, vous avez dit il va être président de la République. Oui, je me suis dit, évidemment, déjà, il avait fait circuler la rumeur de son intérêt pour l'élection présidentielle. C'était en novembre 2015, l'élection sera en 2017. La plupart n'y croient pas. La plupart se disent, bon, c'est un coup d'essai pour marquer le coup. Il est évident qu'il risque pas d'être élu. Il vient parler à cet endroit où je suis, au Conseil économique et social, et parler au lendemain même des attentats de Paris. Et je l'entends briller de mille feux devant une assemblée qui lui est tout à coup acquise. Il parlait dans un silence profond et extrêmement attentif, un discours sociétal, pas du tout un discours de technocrate, comme on m'avait annoncé. Et donc, je me suis dit, tiens, celui-là, il va vraiment être candidat. Et à mon avis, un jour, peut-être cette fois-ci, ça va marcher. Donc, sur ce coup-là, vous vous êtes pas trompé. Il y a eu heureusement qu'il y a des coups où on se trompe pas. Oui, parfois, il y a eu quand même des erreurs de sondeurs. Hein. Alors, c'est pas vous, Roland Carol, personnellement, mais quand même, il y a eu quelques erreurs historiques. Hein. On s'en souvient, Balladur. Vous considérez quoi ? Enfin, c'est quoi votre plus grande erreur d'appréciation en tant que sondeur ? Écoutez, d'abord, il y a des choses qui passent pour des erreurs qui n'en sont pas. Balladur, que vous avez mentionné, il n'y a jamais eu d'erreur. Les sondeurs ont montré à quel point il a été en tête des sondages et comment il a perdu. Et les sondages nous ont même expliqué à l'époque que ceux auprès desquels il avait perdu, c'était pas ceux qui hésitaient avant entre Chirac et Balladur, c'était ceux qui étaient sûrs de voter pour Chirac. C'était les plus... Au fond, les plus politiques, ceux qui étaient le plus acquis à Chirac, qui ont changé pour Balladur. Donc, de temps en temps, les sondeurs, non seulement se sont pas trompés, mais ont mesuré des choses compliquées à mesurer. Évidemment, la grande erreur de la période, j'en parle dans le bouquin pour expliquer comment et pourquoi ça arrive, c'est Le Pen en 2002. C'est l'idée que Jospin ne sera pas là, la gauche éliminée du second tour. Ça... Je sais bien qu'on dit toujours que les sondages ne prévoient pas, hein, c'est une simple photo de l'opinion à un moment donné, mais là on peut dire que les sondages n'avaient pas laissé prévoir l'arrivée de Le Pen au second tour. Alors dans votre livre, vous dites « J'ai parfois le sentiment de parler ou d'écrire dans le désert ». Vous vous défendez d'ailleurs face aux accusations envers les politologues de ne pas avoir vu les crises. Hein. Vous dites « J'ai quand même été un bon lanceur d'alerte en substance ». Mais vous dites aussi que nul ne sait prévoir les mouvements sociaux, ni quelle sera l'étincelle qui les déclenchera. Est-ce que vous aviez eu ce sentiment de voir arriver les émeutes récentes ? Écoutez, je crois que les choses sur lesquelles on a été le plus aigu en matière d'analyse sociétale chez les sondeurs et chez un certain nombre de sociologues, c'est en effet ce qui s'est passé dans les banlieues. Je pense que... Moi, j'avais fait un livre qui s'appelait « Les raisons de la colère » et je n'ai pas arrêté depuis d'écrire sur cette thématique. Nous savions pourquoi. Il y avait tout un chapitre qui s'appelait « Ça va péter » dans le bouquin en question, où les Français savaient parfaitement que ça allait, comme ils disaient, péter. Et on leur disait « Mais pourquoi ?» Et ils répondaient « Parce que ça peut pas durer comme ça. » Et on a bien vu ce qui se passait en France, on a bien vu ce qui pouvait se passer de bien plus grave en France. Je dirais, nous continuons à le mesurer. Aujourd'hui, l'affaire n'a pas été soldée par les émeutes il y a quelques semaines. Ce qui est vrai, c'est que les politiques ont du mal à accepter ce genre d'alerte. Ils ont le sentiment que eux, ils font ce qu'ils peuvent. D'ailleurs, c'est pas le problème. Mais ils ont le sentiment qu'ils sont à l'écart de ce type de critique, que c'était valable pour les prédécesseurs, mais que eux, ils sont en train de régler le problème. Or, c'est au moment où les problèmes apparaissent comme réellement non tenus, les promesses non tenues, c'est un des problèmes principaux du malentendu avec les politiques. Et là-dessus, ça les empêche complètement de croire
aux situations telles que nous les analysons. Et pourtant, là, je crois qu'on a plus souvent raison que les politiques. Ces promesses non tenues, les émeutes aussi, semblent bénéficier à un parti, selon en tout cas les sondages, hein, celui de Marine Le Pen, et à Marine Le Pen particulièrement. Vous avez toujours évoqué le plafond de verre du FN puis du RN, mais à la fin de votre ouvrage, vous dites en 2027, eh bien, ce sera peut-être différent. Vous pensez toujours que la droite républicaine s'alliera avec la droite radicale, comme c'est le cas dans d'autres pays européens? Voilà, je n'en sais rien, mais c'est devenu une possibilité. Nous avons vécu tout de même ces 20 ou 30 dernières années dans la certitude que non, la droite française ne risquait pas de faire ce qu'ont fait les Suédois, les Italiens, les Finlandais, c'est-à-dire accepter finalement ce fameux pacte avec le diable et cette union des droites, ou de la droite avec... sanitaire. Oui. Voilà, et je crois que ça n'est plus impossible. Je crois que le mode de gestion qu'a par exemple aujourd'hui M. Ciotti à la tête des Républicains éclaire un petit peu cette possibilité qu'ils rejettent. Mais enfin, on voit bien que sur la thématique, ils se sont beaucoup rapprochés. Donc voilà, je crois toujours pas qu'il y ait un boulevard pour Marine Le Pen, comme certains l'écrivent. Ça va être très compliqué pour elle, et on a encore des sondages récents, dont un pour Sud Radio et le journal du dimanche, qui avait montré combien le personnage et le parti restaient encore sulfureux pour beaucoup de Français, et combien ça leur paraissait difficile de le mettre au pouvoir. Reste que le champ s'est éclairci pour elle, non pas tellement parce qu'elle aurait ce boulevard direct de conquête, mais parce que la droite républicaine française se laisse de plus en plus séduire par cette possibilité. Mais c'est aussi peut-être une demande de l'opinion. Aujourd'hui, vous constatez, j'imagine dans tous vos sondages, que la France se droitise clairement, et cet épisode des émeutes n'a pas... La France est d'une façon générale les pays démocratiques occidentaux. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans toute l'Europe. Il y a une demande très forte d'autorité, d'ordre, de respect plus grand des institutions qui réclament eux-mêmes plus d'ordre et d'autorité. Voilà, je ne peux que la constater. Je n'ai pas... Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui aussi répond ordre. Absolument, l'ordre 3 fois. Ma conviction est qu'il faut faire attention à tout cela. Que si on ne répond aux demandes d'ordre que par l'ordre, le risque est grand pour une société de donner l'impression qu'elle ne répond pas à la totalité des questions qui lui sont posées. Donc ce serait ma seule alerte pour les politiques. L'ordre, très bien, vous ne résoudrez pas tout par l'ordre. Il y a aussi d'autres demandes, et elles sont probablement complémentaires. Merci beaucoup, Roland Carroll. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Son voyage au cœur de la 5e République. Enfin, votre voyage, mon voyage, c'est ça le vrai titre, chez Calment Lévy. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, c'est Jacques Pessis qui poursuit sur Sud Radio. Merci.